Un groupe de personnes apparaît sur le seuil de la maison, l'homme blond souriant en disant qu'ils ont enfin trouvé la maison qu'ils cherchaient. Le chef de bande les informe brutalement que nous sommes dans le monde de l'Apocalypse et qu'il n'y a pas de place pour le monde civilisé, un club de golf à la main. La fille demande à ne pas être jugée pour avoir choisi d'être forte, car elle n'est qu'une femme faible. Le type allongé sur le sol hurlait de peur, ne comprenant pas ce qu'ils lui voulaient tous. Le blond l'a frappé avec le club. L'âge de glace, 28 semaines plus tard. La nature humaine est également figée dans la glace. Quelqu'un marche dans la neige avec de lourdes bottes à crampons, laissant derrière lui des empreintes de pas. Ses joues, ses cheveux et certaines parties de son corps sont déjà glacées. Il avance avec force dans la glace et la neige qui ont envahi tout ce qui l'entoure. Exhalant un énorme nuage de vapeur, le jeune homme à lunettes regarde autour de lui. Il semble que cet endroit soit encore inexploré. La nourriture et le carburant, autrefois faciles à obtenir, sont devenus des ressources extrêmement précieuses à l'heure actuelle. La glace semblait assez épaisse. Il se mit debout et regarda vers le bas, pensant que la glace supporterait son poids. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Tout a tremblé. Il sentit la glace sous ses pieds craquer et se fissurer. Serait-ce un tremblement de terre? Mais comment est-ce possible? Pourquoi ce tremblement de terre? La glace commence à s'effriter. Ce monde gelé, c'est comme si Dieu nous disait que l'humanité est aussi fragile qu'une fine couche de glace et très vulnérable. Avec une réaction soudaine, rapide comme l'éclair, il a sorti une pioche et a essayé de frapper la banquise avec pour s'agripper. Il ne pensait qu'à l'essentiel, que la glace ne se brise pas, car sa vie en dépendait. Le kirk atteignit sa cible, mais il ne parvint toujours pas à amortir la chute, ralentir n'allait pas marcher. La neige, la glace et le jeune homme volaient rapidement vers le bas, tout droit vers un bâtiment qui se trouvait en bas. Il y avait beaucoup de neige en bas. Si ce n'était pas de la neige mais de la glace, le jeune homme serait certainement mort en tombant d'une telle hauteur. Il a de la chance. Soudain, il aperçoit une énorme chose blanche avec 4 yeux et d'énormes crocs. Cette créature est appelée peau blanche et s'attaque aux humains. Il est chanceux d'avoir survécu à la chute, mais en regardant devant lui, il se rend compte qu'il n'a pas de chance. Cette chance n'en vaut pas la peine. Il courut de toutes ses forces pour s'éloigner du monstre, partout où ses yeux pouvaient porter. Tout tremblait. Le monstre se précipitait à toute vitesse sur lui. Il n'y a presque aucune chance de s'en sortir. C'est une catastrophe, c'est peut-être sa fin, pensa le gars, tandis que la peau blanche le rattrapait. Il ne restait que peu de temps, et ce serait un désastre. Soudain, un craquement se fit entendre et un gros glaçon, de la taille d'un bloc, suspendu juste au-dessus du monstre, commença à tomber. Le bloc de glace se planta à toute vitesse dans la tête de la peau blanche, la transperçant de part en part. Peut-être le bruit avait-il fait vaciller les stalactites? Quoi qu'il en soit, cela lui avait sauvé la vie. Un grand bruit de craquement se fit entendre. Soudain, d'autres blocs commencèrent à se détacher et à dégringoler vers le bas. Le jeune homme ne demandait qu'à se détendre, car la situation s'accéléra soudain et devint encore plus dangereuse. La seule pensée qui lui vint à l'esprit lorsqu'il se retourna et vit ce qui se passait fut que c'était très mauvais. Tout s'écroulait et tombait avec un grondement. La neige du haut des massifs s'éparpillait en lourds tas tout droit vers le bas. Le garçon, qui pensait avoir passé tous les dangers, se retrouva couvert par une avalanche. Il lui semblait que c'était là que s'arrêterait son voyage, qu'il serait enterré vivant. Il s'y résignait presque. La neige et la glace remplissaient tout l'espace où il y avait eu un chemin de retraite il n'y a pas si longtemps. Une créature lumineuse sortie de nulle part semblait appeler à l'aide. Flash, étincelle, éclair. Quelque chose comme un courant électrique toucha l'homme. Il ressentit quelque chose d'inhabituel qui le traversa entièrement, une énergie inexplicable. Le jeune homme ne réalisa pas exactement ce qui s'était passé, se relevant du tas de neige comme si de rien n'était. Une étrange marque avait été laissée sur le cou du jeune homme qui émettait une lumière bleue. Mo était dehors depuis longtemps. Le moment était venu pour lui de revenir. Il ne reviendrait pas les mains vides aujourd'hui. Une barre chocolatée avait été trouvée dans les tas de neige, une petite victoire. Un grand bâtiment, gelé au point de former de la glace sur sa surface.
Un jeune homme, debout tout en bas, a retiré la plaque d'égout menant à un passage souterrain. C'est le seul moyen qui lui reste pour rentrer chez lui. Le couvercle enlevé, le jeune homme descend une longue corde pour s'y engouffrer. On ne sait pas combien de temps cette vie va durer. Des gens qui gèlent dans des tentes. Comparé au monde extérieur, la situation à l'intérieur du bâtiment est également assez mauvaise. Lorsque la catastrophe s'est produite, de nombreuses personnes se sont retrouvées piégées dans le bâtiment, sans aucun moyen de sortir ou de se ravitailler. Guy ne pouvait pas imaginer ce que tous ces gens feraient lorsque les provisions se feraient rares. Dans la réalité actuelle, personne ne peut garantir qu'ils ne sortiront pas du rang. Un long couloir, sans personne à l'horizon. Les patrouilles n'ont pas commencé aujourd'hui et cela plaît à mot. Et voilà la porte tant attendue. Le jeune homme se précipite chez lui à toute vitesse. Une jolie fille blonde aux cheveux rassemblés en 2 bouquets bondit pour l'accueillir à la porte. La jeune fille s'appelle Xiao Ming. Elle court vers le jeune homme les bras ouverts et est manifestement heureuse de le voir. Le garçon fut très surpris de voir que la porte n'était pas verrouillée et il demanda à Xiao Ming pourquoi elle ne l'était pas. La jeune fille a répondu en souriant qu'elle voulait simplement le voir bientôt et l'a serré très fort dans ses bras. Xiao Ming s'indigna, disant qu'il ne voulait pas la voir plus tôt, lui aussi. Mais le jeune homme avoua avec embarras qu'il en avait autant envie qu'elle. Pourtant, la porte aurait dû être fermée à clé. Le type a exprimé son inquiétude, tandis que Xiao Ming a regretté que la fille soit plus importante qu'une porte. Le type sortit la barre de chocolat qu'il avait trouvée plus tôt et la tendit à la fille. Elle demanda avec étonnement ce que c'était, mais réalisa rapidement que c'était du chocolat. Xiao Ming sourit, embrasse le gars et le remercie pour le trophée. Elle lui demanda si cette barre de chocolat était la seule qu'il possédait et il lui expliqua qu'il l'avait extraite si fort qu'elle aurait pu être mangée. Il a conseillé à Xiao Ming de la manger plus vite pendant qu'il en avait l'occasion. La jeune fille fit la moue et serra la barre de chocolat dans ses mains si fort qu'elle se brisa. Le jeune homme s'assit près de la cheminée. Regardant le feu, il pensait à tout ce qui s'était passé. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas pu trouver de nourriture convenable et c'était dommage. Plus tôt, ils avaient essayé de planter des graines ensemble, mais rien n'avait poussé. Si l'on mange les graines, il n'y a plus d'espoir. Mais si l'on continuait ainsi, tout le monde deviendrait fou. Si la viande de monstre n'était pas empoisonnée, les habitants de l'immeuble n'auraient pas à vivre dans une famine surveillée. Au moins, la graisse de ces monstres est un très bon carburant et brûle parfaitement. En pensant au fait qu'ils ne mourront pas de froid dans ce monde glacial, il remarque soudain la date sur son réveil. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Il avait complètement oublié. Et ce n'est pas étonnant, dans ces conditions, en s'exposant aux dangers tous les jours, on peut tout oublier. Alors qu'il s'apprêtait à s'excuser auprès de Xiao Ming pour avoir oublié la fête, il s'aperçut soudain qu'elle avait disparu quelque part. On entendit frapper à la porte dans un certain ordre. C'était le signal de Xiao Ming. Mais pourquoi a-t-elle quitté la maison? Le jeune homme ne comprend vraiment pas ce qu'elle fait. La porte s'ouvre. Au coin de la rue, une batte se dirigea vers le jeune homme qui ne put réagir rapidement et tomba sur le sol. Un coup violent au visage. Un homme nommé Loup de Longue sourit et souhaita au garçon un joyeux Noël d'une manière sarcastique. L'homme était manifestement content de lui. Il demanda seulement si le garçon était surpris qu'il soit venu à sa guise. Xiao Ming se mit à crier très fort que le type avait caché toute la nourriture et qu'il voulait la piéger avec un morceau de chocolat. La fille a continué à crier fort sur le gars et l'a accusé d'avoir apporté un sac à dos plein d'air. Le blond a pris un club de golf et l'a frappé de toutes ses forces sur le sol. Il a dit qu'il était désolé pour le jeune homme en tant qu'être humain. Il a dit que nous étions dans un monde d'apocalypse et qu'il n'y avait pas de place pour une paix civilisée. Quelle fille s'en prendrait à quelqu'un qui ne peut pas subvenir à ses besoins? Les hommes faibles n'ont que 2 choix, soit dépendre des forts, soit devenir la proie des faibles. Tel était le message que le bandit essayait de transmettre au jeune homme. L'homme n'a qu'une seule condition, il doit lui donner toute sa nourriture. Mais il ne comprend pas ce qu'il doit faire dans cette situation, car cette tablette de chocolat est tout ce qu'il a réussi à obtenir depuis quelques jours. L'homme brandit sa massue et dit que puisque le gars refuse de dépendre des forts, il deviendra la proie des faibles. Coup de poing.
Le gars ne veut pas abandonner, mais pas comme ça. C'est la dernière chose qu'il voudrait faire. Il veut vivre. Soudain, tout a changé. Il y a une sorte de bureau dans les parages. Le jeune homme reprend ses esprits et ouvre les yeux. Il crie haut et fort le nom de cet homme aux cheveux blonds et se lève du bureau. Mais que se passe-t-il? Comment cela est-il arrivé? Où sont Lou Delong et Xiao Ming? Pourquoi est-il encore en vie et indemne? Il n'arrive pas à trouver les réponses à 6 questions. La ville a l'air normale, sans glace ni neige. 28 heures après le début de l'ère glaciaire. Il est vraiment ressuscité, ce n'est pas une illusion. Tout se passe pour de vrai. Mais il est ressuscité au moment où il fait des heures supplémentaires, entouré de nombreux rapports inachevés. Quelle ironie! On ne sait pas exactement pourquoi il faut faire des heures supplémentaires, comme si le corps le faisait instinctivement. 24 heures après le début de l'ère glaciaire, la ville ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Les manifestations se poursuivent dans la ville de Queens, et la police a déployé toutes ses forces pour maintenir l'ordre. Toute l'élite de Manhattan se divertit lors d'une fête exclusive. Les gangs de Brooklyn continuent de sévir dans les rues les plus sales. Personne dans la ville ne sait ce qui se prépare, à l'exception d'un homme qui a eu sa chance. Tout le monde prend des photos des aurores boréales, pensant seulement que c'est beau, et pourtant c'est le signe d'une ère glaciaire que personne n'a soupçonné de vérifier. La seule personne qui pourrait appeler un homme à un moment pareil, c'est une blonde frivole, la même Xiao Ming, la petite amie de Mo qui a choisi de se ranger du côté des bandits. Il a été ébloui par sa beauté. À cause de son comportement, il a décidé d'en finir tout de suite. Dès que l'appel a commencé, Xiao Ming a immédiatement parlé de l'aurore boréale. Ensuite, elle a dit qu'elle avait dépensé tout l'argent de sa carte de crédit et a demandé à en emprunter. Mo lui a simplement répondu de ne plus l'appeler et qu'ils se séparaient. Xiao Ming a essayé de lui demander ce qui s'était passé et pourquoi Mo agissait de la sorte, mais le gars a laissé tomber l'appel. Après quoi, sans aucune hésitation, il a effacé le contact de la fille de son téléphone. C'était sa deuxième chance, une chance de faire ce qu'il fallait. Il avança d'un pas rapide, réfléchissant à ce qu'il allait faire. Toutes les femmes qui pourraient faire du mal à Mo seraient gelées dans la glace de l'apocalypse à venir. Brooklyn, la ville nocturne sous les aurores boréales, c'est vraiment magnifique. Une autre chance. Et cette fois, le gars sait exactement ce qu'il doit faire et pourra bien se préparer. Dans une vie antérieure, ou plutôt dans une boucle antérieure, dans les 24 heures précédant l'ère glaciaire, la température commencera à baisser lentement jusqu'au point de congélation. Il ne reste plus que 28 heures avant que le monde ne gèle. Au fur et à mesure que la température baissera, les gens commenceront à prendre conscience du problème et la société tombera bientôt dans le chaos le plus complet. Mo a encore le temps de rassembler des provisions, mais il ne lui reste qu'une heure pour faire une incursion dans la ville. Et, outre les provisions habituelles, dans le chaos qui s'est installé, il a besoin de quelque chose pour se protéger. Une arme, par exemple. Des policiers qui passaient par là ont pensé que quelque chose n'allait pas chez ce type et qu'il avait l'air suspect. Un policier est sorti de sa voiture et a crié à l'homme de rester immobile et de ne pas bouger. Son jeune collègue l'a rejoint en criant « main en l'air » et ensemble, ils ont couru vers Mo, arme dégainée. Le jeune partenaire a annoncé par radio qu'ils avaient localisé le suspect du volume « Le quartier est vraiment difficile » car ils ont pris Mo pour le voleur. Il lui demande ce qu'il a dans les manches, il lève les mains et sort un téléphone de sa poche. Constatant qu'il ne reste plus de temps sur le chronomètre, le héros réalise qu'il ne peut pas perdre de temps avec les flics pour l'instant. Il espère simplement qu'après la fouille, il sera relâché et que tout sera terminé. Alors il fait patiemment ce que les agents des forces de l'ordre lui demandent. Le policier le plus âgé apprend aux débutants que ce n'est pas une bonne idée d'approcher le suspect, c'est dangereux. Le plus jeune exige de Mo qu'il montre le contenu de son sac et qu'il en sorte toutes ses affaires. Mo a bafouillé, essayant d'expliquer qu'il n'était qu'un employé ordinaire d'une entreprise ordinaire. Il a commencé à sortir son téléphone, mais le policier l'a confondu avec quelque chose d'autre. Un collègue plus jeune a crié, paniqué, que le type était armé et a pointé son arme sur lui. Il y a eu une forte détonation et la balle a volé rapidement vers sa cible.
Elle passa à côté des vues de la ville, des bâtiments, des routes et de l'aurore boréale que toute la ville était en train d'admirer. Sa deuxième chance de continuer à vivre s'arrêterait-elle ici? Non, pas comme ça. Il n'abandonnera pas. Mo veut vivre. Une impulsion d'énergie, aussi vive qu'une décharge électrique, traversa tout le corps de l'homme. Une lueur bleue apparut autour de Mo tandis que la balle tirée par le policier continuait de voler vers lui. Les policiers ne réalisent pas ce qui se passe. Ils sont saisis d'une terreur inexplicable. Le type, quant à lui, voit maintenant clairement la balle. Il la distingue même à grande distance. Le temps semble s'être ralenti. Il se passe quelque chose de vraiment extraordinaire. Il évite la balle au dernier moment. Cela ne ressemble pas à une illusion. Le policier est trempé. Mo crie que le policier vit avec l'argent de ses impôts et que maintenant il a tiré sur son contribuable. Vaincu par le temps, Mo avance résolument en se disant qu'il n'a pas de temps à perdre avec un tel abruti. Le flic tire une nouvelle balle en direction du type, ne sachant pas quoi faire d'autre dans une telle situation. La douille tombe avec fracas et touche le sol, dans un grondement métallique. Comme par magie, Mo, à toute vitesse, se précipite sur le jeune policier et le frappe de toutes ses forces au visage. Il a volé en arrière sur une bonne distance. Son collègue le plus âgé ne semble pas avoir réalisé ce qui se passe. Lorsqu'il se retourne, tremblant de peur, il voit le corps de son partenaire enfoncé dans la pierre. L'homme hurlait de peur et d'incompréhension face à ceux qui se tenaient devant lui et à ce qui s'était passé en général. Mo, entouré d'énergie bleue, continuait d'avancer sans s'arrêter. Lui-même ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé, mais il n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Il devait aller de l'avant. Après tout, la ville, qui était recouverte d'une aurore boréale, se transformera bientôt en un désert de glace sans vie. Un officier supérieur annonce par radio que son collègue a été blessé et que le suspect s'est enfui. Le pistolet de service a également été perdu. L'homme répète le message en boucle. L'éclair d'énergie bleue s'éloigne de plus en plus de la scène à une vitesse vertigineuse. Mo volait à travers les rues et les routes, franchissant de grandes distances en quelques secondes. Il rentra chez lui en courant car il ne savait plus où aller après tout ce qui s'était passé. Il s'est accroupi sur le sol, essayant de reprendre son souffle et ses esprits. Des souvenirs frais tourbillonnaient dans sa tête. Mo se demandait si ce qui s'était passé était réel et comment il avait réussi à le faire. Il sortit l'arme qu'il avait réussi à ramasser pendant que l'officier supérieur était en état de choc. En pointant l'arme sur lui dans le miroir, il se demanda s'il devait réessayer. Coup de feu. Un bruit assourdissant et une douille qui s'envole. Le type n'a pas hésité. Lueur bleue à nouveau, temps ralenti, Mo se concentre sur la balle. Le type se déplaça à une vitesse phénoménale. Une brume bleue envahit tout ce qui l'entoure. La balle finit dans la paume de sa main. Mo était convaincu d'avoir acquis des super-pouvoirs, mais de justesse, du givre apparut sur son corps. Peut-être était-ce dû à la grande vitesse que le jeune homme était maintenant capable d'utiliser. Comme un avion supersonique, ce pouvoir était directement lié à la vitesse. Compte tenu de ce que Mo savait déjà de l'avenir, ce super-pouvoir l'aiderait à garder une longueur d'avance. Soudain, on frappa à la porte. Mais qui pouvait bien arriver si tard? C'était la propriétaire de l'appartement. Il semble qu'elle ait entendu du bruit dans l'appartement et qu'elle ait décidé de vérifier ce qui se passait. La femme a immédiatement demandé s'il s'agissait du bruit d'un coup de feu. On dirait que le gars va avoir des problèmes maintenant. Répondant à un message de la télévision, le type a dit que c'était de là que venait le son, mais que la télécommande était cassée et qu'il ne pouvait pas changer de chaîne. La télévision signalait un volume dans une supérette. La sécurité ici, c'est n'importe quoi. Mo a remercié la propriétaire, Madame Fang, pour sa sollicitude en la raccompagnant hors de l'appartement. Elle lui a seulement conseillé de ne pas en faire trop au travail. La porte de l'appartement 409, où vit Mo, se referme. Il fallait maintenant penser à des choses importantes. La question des provisions est à l'ordre du jour. Comment résoudre ce problème? La propriétaire mentionna le supermarché le plus proche, qui devait certainement contenir tout ce qui était nécessaire à la survie. Il était temps de sortir et de faire des provisions. Mo avait maintenant un objectif concret. La vendeuse à l'allure mignonne était visiblement fatiguée. Il y avait des caméras partout dans le magasin,
mais cela ne le dérangeait pas beaucoup pour le moment. L'essentiel était maintenant de rassembler des provisions. En s'approchant des étagères de la boutique, il fit rapidement le point sur ce dont il avait besoin. Puis, il s'envola à la vitesse de l'éclair, ramassant ceux dont il avait besoin au passage à travers tous les rayonnages et vitrines. Tout s'est passé si vite que la jeune fille n'a même pas remarqué qu'il se passait quelque chose, alors qu'elle bâillait. Soudain, la caisse enregistreuse elle-même s'est mise à imprimer un énorme chèque de plusieurs mètres exactement. La vendeuse regarde le chèque qui continue à s'imprimer sans fin. Quelqu'un faisait-il des courses en ce moment? Mo a laissé un message sur le chèque. Il a écrit à la jeune fille de rentrer chez elle et de ne pas avoir peur. La vendeuse ne comprenait pas ce qui se passait. D'abord un voleur, puis un fou. Drôle de journée, pensa-t-elle. Le type aux cheveux verts et aux lunettes était armé d'un pistolet. Un autre est entré avec lui. Le premier s'est excusé avec mépris et a pointé son arme sur la tête de la pauvre vendeuse. Il a crié que c'était le moment de voler, se prenant pour un dur à cuire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, car Mo est apparu à l'extérieur de la boutique et a entendu les voleurs crier de loin. L'arme, ainsi que le corps du type, étaient recouverts d'une couche de givre, et de la vapeur s'écoulait autour d'eux. Quelque chose de très grand et de très froid apparut soudain sur le seuil de la boutique. Le second voleur regarda la porte avec stupeur et dit à son partenaire de faire de même. Un monstre avec beaucoup d'yeux et de dents entre dans la boutique. Il fait vraiment froid. Le type aux cheveux verts ne s'attendait manifestement pas à cela. Lorsqu'il a vu le monstre, il a été terrifié. Le type au pistolet a commencé à tirer sur le monstre, paniqué, balle après balle. Cependant, les balles traversaient le monstre sans lui causer le moindre désagrément. Les gars se sont rendus compte que le monstre était invulnérable. La créature tendit les bras pour attraper l'homme aux cheveux verts. L'énorme paume saisit l'agresseur en entier et l'arracha du sol. La jeune fille a paniqué et a saisi son téléphone à temps pour filmer ce qui se passait sous ses yeux. La vidéo est parvenue au service de police. Ils ont regardé la situation sur l'écran de leur téléphone. Un officier subalterne a déclaré que cette pratique était très répandue ces derniers temps. On dirait que c'est fini? Non, on dirait un message d'urgence du gouvernement. L'officier dit que le système d'alarme s'est déclenché. Les systèmes de sonorisation ont commencé à émettre une sorte de signal. Tout le monde a compris qu'il s'était passé quelque chose. Mo s'est présenté à la porte du département de la sécurité intérieure, un nuage de vapeur autour de lui. Le type a regardé par la fenêtre et a compris que le moment était venu. Il avait commencé. Le système d'alerte émet un signal sur tous les canaux. Les autorités demandent de ne pas quitter la maison, de fermer toutes les fenêtres et les portes, de ne sortir sous aucun prétexte. La vague de froid s'approche lentement. Brooklyn a été le premier touché. 58 dans un nouveau quartier, des appartements ordinaires. Nous recevons des signaux du département de la sécurité intérieure. Les officiers se demandent ce qui pourrait pousser le département de la sécurité intérieure à intervenir. Et, maintenant qu'ils sont impliqués, quelle est la gravité de la situation? Une jeune fille en blouse médicale fume une cigarette, tandis qu'une alerte de sécurité s'affiche sur son téléphone. Pas d'incident cette fois-ci, se dit Mo. Maintenant il sait exactement ce qu'il doit faire. Un homme vêtu d'une veste en fourrure tire une bouffée sur sa cigarette et demande à ses subordonnés si l'otage est prêt à parler. Un homme aux cheveux bleus et au nez blessé se presse contre le mur en disant qu'il ne sait rien. Il a les mains liées et n'a aucun vêtement sur le corps. Un homme avec une cigarette lui demande avec sarcasme si ses paroles sont vraies. Apparemment, la réponse est déjà connue à l'avance. Il tend son téléphone avec le message du type sur les médias sociaux. La photo le montre dans la même pièce que la fille, inconsciente, probablement sous l'effet d'une substance quelconque. C'est la fille du patron. Le type pleurait et jurait qu'il ne savait rien, tandis que l'homme fumait tranquillement une cigarette. Le bandit remarque qu'une ordure comme ce type ne peut qu'espérer la miséricorde de Dieu. Il retire de force le bras du type et le pose sur la table tandis que le blessé hurle de peur. Coup de couteau. L'homme a compté quelque chose qui ressemblait à des doigts avec un sourire. 1, 2, 3, 4, 5. Que faire de ce type maintenant? C'est exactement la question que le gangster avait posée à Luo.
Le gangster lui a ordonné de trouver une chaudière et d'y jeter le type pour qu'il paie pour son péché. Le sac est descendu. Les gars qui le portaient ne lui souhaitaient rien d'autre que de reposer en paix. Le type au chapeau se demanda « Et si la chaudière explosait ?» Elle a l'air assez vieille, mais l'autre gars l'a pressé de monter en disant que frère Luo les attendait. Quelque chose ne va pas. Le premier bandit a regardé avec crainte vers la chaudière. Soudain, il y eut une explosion. La chaudière se brisa en morceaux et projeta le bandit au loin. L'homme aux cheveux roux alla aider son collègue en disant qu'il leur avait porté la poisse, mais le type au chapeau pensait manifestement à autre chose. Au même moment, Mo terminait déjà ses structures pour assurer sa subsistance. Il était en train de visser une vis dans la structure. Soupirant de soulagement et s'asseyant sur le sol, entouré de caisses de plants, il termina la structure pour faire pousser des plantes. Avec ces provisions, il pourrait tenir assez longtemps sans sortir, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait en trouver d'autres. Les réserves vont s'épuiser. C'est pourquoi l'autosuffisance stable est la clé du moment. L'objectif de Mo est de disposer d'une chambre qui lui permette de subvenir entièrement à ses besoins. La congélation dure depuis près d'1 heure maintenant. Mo doit accélérer un peu. Cette fois, c'est du temps que dépend sa vie. On frappe à la porte, mais on ne sait pas qui a pu être amené à 1 heure aussi tardive, surtout dans les circonstances actuelles. En ouvrant la porte de l'appartement, l'homme a une impression de déjà-vu. Un agent de sécurité se tenait sur le seuil. Il s'excuse d'être dérangeant à 1 heure aussi tardive. L'homme a demandé à l'officier supérieur ce qui se passait et ce qui les avait amenés à venir ici à cette heure. Ils ont dit à l'antenne que la température extérieure avait soudainement chuté et que le chauffage ne fonctionnait pas. Les gardes ont eu peur que les gens ne fassent pas attention. Alors ils sont venus en personne pour avertir les résidents. Une situation similaire s'est produite la semaine dernière. À l'époque, le chauffage était tombé en panne et n'avait pas été réparé. Le temps que le gars prenne sur lui de réparer le chauffage défectueux, il a été complètement saccagé. On n'a pas le droit de faire une telle erreur, surtout maintenant qu'il faut tout réparer le plus vite possible. Mo a demandé qu'on l'emmène chez lui en disant qu'il pouvait tout arranger tout seul. La porte de l'appartement numéro 409 se referma. L'endroit était devenu très fréquenté ces derniers temps. Les gardes ont demandé où le type allait, et il a demandé si la chaufferie était par là. Les gardes lui répondirent que la chaufferie de cette maison se trouvait au sous-sol, et qu'il devait donc descendre à la cave. Mo se souvint de la propriétaire. Madame Fang l'avait mentionné. La chaufferie devait se trouver à l'étage. Le gars pensait déjà avoir confondu quelque chose, mais il restait vigilant et faisait très attention. Les gardes et le jeune homme atteignirent l'endroit. Le garde le plus âgé fit remarquer qu'il faisait vraiment très froid dans le sous-sol. Mo pensa que cette brume était un peu suspecte, tandis que le garde commençait à lui demander quelque chose. Mo fit quelques manipulations et toucha le boîtier métallique de la chaudière. Le métal était recouvert d'un étrange liquide bleu qui s'est également répandu sur les mains du garde. Le jeune garde lui a demandé si tout allait bien, s'il y avait un problème. Soudain, quelque chose qui ressemblait à un monstre s'est mis à grandir rapidement et à grossir. Le garde principal était trempé de terreur, ne comprenant pas du tout ce qui se passait. Le monstre non identifié avait atteint une taille énorme. Au milieu de son corps se trouvait une énorme bouche. Mo savait qu'il devait faire quelque chose. Il décida d'utiliser son super pouvoir. À toute vitesse, avec toute la force dont il disposait, le type se précipita en avant pour protéger sa connaissance. Il arriva juste à temps, car le monstre était sur le point de l'attraper. 1 seconde de plus et le vieux Joe aurait perdu la tête, mais Mo est arrivé à temps. La porte menant au palier était encore ouverte. Tant que le type se déplaçait à cette vitesse, ils avaient une chance de s'échapper. Quelque chose ne semblait pas s'être déroulé comme prévu. Le monstre rattrapait rapidement le type. Mais Mo ne comprenait pas comment le monstre pouvait le suivre alors qu'il avait une capacité de vitesse très élevée. Peut-être parce qu'il portait Old Joe, sa vitesse avait ralenti. Le type s'excusa sincèrement auprès de sa connaissance, mais il avait quelque chose de dangereux à faire. Mo fut obligé de jeter le garde à travers la porte pour le sauver. Il le lança avec toute la force dont il était capable. C'était dangereux, mais il n'y avait pas d'autre issue. Le garde s'envola à toute vitesse vers la porte.
Tout se passait si vite qu'il ne se rendit compte de rien, mais l'important était que cela fonctionne. Son corps parcourut à grande vitesse toute la distance et s'envola par la porte. Cependant, Mo était toujours en danger, car le monstre était déjà très proche. Le monstre avait rattrapé le garçon et était assez proche pour le manger, mais miraculeusement, cela ne se produisit pas. Le garçon, qui respirait difficilement, réfléchissait à ce qu'il allait faire. Il était épuisé, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. Un monstre blanc aux yeux immenses, respirant bruyamment, marmonnait quelque chose de terrifiant. Cela semblait être en rapport avec le garde. Du moins, c'est ce que le gars pensait. Mais pourquoi? Mo ne tarda pas à comprendre qu'il devait faire toute la lumière sur cette affaire. Lorsqu'il portait Old Joe sur son dos, le monstre avait pu le rattraper, mais une fois qu'il l'avait lâché, tout avait immédiatement changé. Mais maintenant, sans lui sur ses épaules, il était plus rapide que cet énorme et terrible monstre. Mais il se demandait s'il n'y avait pas une condition qui rendait ses capacités inefficaces. Le monstre continuait à dépasser le gars. Alors qu'il était sur le point de frapper, Mo se souvint enfin de sa force. Ce qui était sûr, c'est que cette condition n'avait rien à voir avec le monstre. Il devait donc être lié au vieil homme Xiao ou à quelque chose d'autre. Lorsque Mo la lança, quelque chose d'étrange se produisit. Une énergie similaire émanait de lui lorsqu'il avait utilisé son super-pouvoir plus tôt. Il y avait des cailloux partout. Il comprit alors soudainement quel était le problème. Autrefois, lorsque les gens affrontaient des monstres, ils n'avaient aucune chance de survivre. Et lorsqu'ils les voyaient, ils ne pensaient qu'à s'enfuir, la peur et la panique s'installant dans leur esprit. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Si son intuition était correcte, l'ancienne proie pourrait également devenir le chasseur. Mo ramassa un caillou sur le sol et le plaça dans sa paume, la remplissant d'énergie. Il rassembla toute sa puissance et lança la pierre vers le monstre à une vitesse phénoménale. Son intuition s'avéra exacte. C'était exactement ce qu'il pensait. Sa capacité ne fonctionne que sur les cibles recouvertes d'énergie. Tant qu'elles sont recouvertes d'énergie, il peut accélérer. Avec l'accélération, l'énergie cinétique des objets augmente. Même une petite pierre accélérée à un certain degré peut avoir la puissance d'un canon électromagnétique. Et cette pierre frappe la cible avec précision et une force énorme. Quelque chose n'allait pas. Un liquide bleu s'écoula des yeux et du nez de Mo. Il y avait également un liquide bleu sur la main du type. Il supposa qu'il s'agissait de sang. Les yeux continuaient à se remplir de ce liquide. Le type se sentait très mal, il avait la nausée. Au même endroit, il s'effondra sans force sur le sol froid, déjà couvert de glace et de neige. La seule chose à laquelle il pensait à ce moment-là était le froid qu'il faisait. Le vieil homme secouru apparut au loin, Mo tenta de l'appeler. Le garde qui venait d'être secouru par le type lui criait de garder les yeux ouverts. Des gens s'informaient les uns les autres qu'il y avait un vent violent dehors et que le type ne pouvait pas être emmené à l'hôpital. Les portes sont gelées et ne résisteront pas au blizzard. Nous devons trouver quelque chose pour bloquer les portes ou tout le monde mourra de froid. L'homme ordonne d'aller dans la salle des gardes et d'allumer le chauffage. Le garde tenta d'expliquer à la propriétaire ce qui s'était passé, mais elle se contenta de lui répondre qu'il devait monter à l'étage et trouver Xiaozu. Une silhouette familière s'approcha du garde. Il lui demanda de s'excuser de l'avoir dérangé. Une jeune fille vêtue d'une robe de chambre médicale se tenait à côté du garde qui avait été sauvé du monstre. Elle demanda à l'homme de voir ce qui se passait à l'extérieur au lieu de s'inquiéter pour le patient. À cette température corporelle, il est encore en vie. La jeune fille mentionne le surnom de cryogéniste. Ce nom semble lui avoir été donné par des témoins de l'incident. La jeune fille enregistre ses notes sur un magnétophone. Dossier 409, patient de sexe masculin, âgé de 20 à 25 ans, symptômes suspectés d'empoisonnement. Signes vitaux anormaux. Température corporelle d'environ 10 degrés centigrades, mais pouls et réflexes nerveux sans anomalie. Un phénomène vraiment étonnant, pensa la jeune fille. Ce casse semblait l'intéresser au plus haut point. La centrifugeuse émet un signal indiquant qu'elle est terminée. La séparation du sang est terminée. Intéressant. Il semble que la jeune fille n'ait jamais rien vu de tel auparavant. L'apparence du sang avant la centrifugation n'est pas différente de la normale, mais après,
Quelques impuretés bleues sont séparées. La prise de sang va durer un certain temps, le médecin continuant à observer les caractéristiques extérieures du patient. Si vous n'y regardez pas de près, vous pouvez prendre cela pour des veines, mais il s'agit plutôt d'une réaction allergique. Soudain, comme après un choc électrique, le type a ouvert les yeux et s'est levé d'un bond de la couchette. La fille l'a regardé d'un air complètement indifférent, constatant qu'il était réveillé. Le garçon a commencé à demander ce qui s'était passé. Le médecin se contente de conseiller froidement à Mo de ne pas bouger pour le moment. Il demande avec perplexité qui elle estimated. Elle sourit et allume un feu avec un briquet pour allumer une cigarette. Un médecin ordinaire sans licence. Ça n'a pas l'air très rassurant, mais faute d'alternative, ça suffira. La jeune fille ne veut pas révéler son nom. Elle a seulement demandé qu'on l'appelle Doc Zhu. Le médecin lui demande avec beaucoup de curiosité comment elle s'est retrouvée dans une telle situation. Le docteur Zhu a avoué qu'elle n'avait jamais vu de tel spécimen de sa vie et lui a demandé de raconter ce qui s'était passé dans le sous-sol. La jeune fille a avoué qu'elle s'intéressait désormais beaucoup à cet homme. Dans quel but exactement? Il n'est pas difficile de le deviner. Brooklyn. La température extérieure est de moins 29 degrés centigrades et continue de baisser. La température corporelle la plus basse est de 13 degrés et 7 dixièmes. C'est la température minimale qui a été enregistrée dans la vie humaine. Avec cette température, les cellules du corps commencent à se décomposer. Cependant, des températures inférieures à 32 degrés peuvent entraîner une fibrillation auriculaire. C'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Les filles ont retiré le thermomètre qui se trouvait dans la bouche de Mo en disant que le temps était écoulé. Elle a ajouté que l'homme pouvait aussi regarder la mesure lui-même. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. 11 degrés et 5 dixièmes, c'était une température incompatible avec la vie. Guy se demanda si c'était à cause de sa capacité. Cela pouvait-il être dangereux et aggraver son état? Mais il n'avait pas le temps d'y penser. Il fallait en finir rapidement. La jeune fille tenait la cigarette entre ses dents, détendue et tirant de nouvelles bouffées. Le pied de Mo se pose sur le sol, mais au contact de quelque chose d'humide, il s'éloigne dans l'autre sens. L'homme a une impression de déjà-vu. Le médecin dit qu'il est trop faible pour l'instant, mais elle ne s'en préoccupe guère. La fille semble avoir déjà deviné ce qui lui arrive. Ne voulant pas tourner autour du pot, elle lui demande directement s'il a des super-pouvoirs. Il n'en revenait pas. Comment avait-elle deviné? Est-ce vraiment si évident? Ou en sait-elle plus? Mo n'a pas le temps de discuter avec elle pour le moment. Il lui demande si elle a décidé de jouer au docteur. Doc Zhu lui répond qu'il ne faut pas la sous-estimer. Le gars se rend compte que dès qu'il sera rétabli, il devra se tirer d'ici sans tarder et poursuivre son plan. Le médecin, en sirotant une cigarette, demande si le patient va bien. Elle voit bien qu'il se sent à nouveau mal. Il a beau essayer, il ne peut pas utiliser ses super-pouvoirs pour l'instant. Compte tenu de son expérience passée, il savait que cela allait commencer. Il faut qu'il se reprenne et qu'il fasse quelque chose. Une silhouette familière entra tranquillement dans le cabinet médical. Il s'agissait d'un chef de gang aux cheveux blancs que Mo avait déjà rencontré. L'homme dit qu'il devait voir ce que le docteur Zhu allait leur montrer. La porte du bureau numéro 509 se referma. Quelque chose allait se passer. La fille continuait calmement à fumer une cigarette. Le gars, quant à lui, était assis par terre et ne savait pas à quoi s'attendre. Il criait parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui en ce moment. Zhu serra la cigarette entre ses dents, même si elle avait déjà compris l'odeur des ennuis. Elle tendit la main au type, lui proposant de l'aider à se relever. Mo se demandait ce qui se passait dehors. Le médecin lui dit qu'il comprendrait s'il y réfléchissait seul. Le type lui demanda immédiatement d'expliquer la situation, et la jeune fille n'hésita pas à dire ce qu'elle savait. Elle a lentement porté sa main à son oreille et lui a dit doucement que s'il voulait vivre, il devait faire ce qu'elle disait. Elle lui a dit de fermer les yeux et de faire comme s'il était mort. Le gars a obéi parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Quelqu'un appuie sur le bouton pour ouvrir les portes, mais c'est exactement ce que le docteur Zhu attendait. La silhouette d'un homme familier entre dans le bureau. C'est Lou Delong. Mo le rencontrera dans le futur que nous avons déjà vu. Il m'a demandé de lui pardonner de l'avoir dérangé.
Il se tourne vers le médecin qui lui répond par une contre-question sur ce dont il a déjà besoin. L'homme demande s'ils peuvent entrer et si le médecin n'y voit pas d'inconvénient, elle les laisse entrer. Mo reste allongé sans bouger, faisant semblant d'être mort. L'homme aux cheveux blonds savait que le type de l'appartement 409 était là maintenant et qu'il s'intéressait à lui. Le meneur sourit et dit qu'il était désolé que le type soit décédé. À Brooklyn, la température continue de chuter rapidement. Il fait maintenant moins 40 degrés centigrades. Salle des chaudières. 2 collègues racontent que l'un des voyous regardait son père allumer la chaudière lorsqu'il était plus jeune et pensait qu'il ne pourrait pas être aussi bon que lui. Mais aujourd'hui, avec le recul, il se rend compte que son père, avant qu'il ne puisse terminer son discours, l'autre gars l'interrompt en disant que ce n'est qu'une basse température et que, lorsqu'elle reviendra à la normale, il n'aura plus à s'apitoyer sur le sort de son vieux père. Le type demande au patron s'il pense que les choses reviendront à la normale. Il ne semble pas en être sûr lui-même. Mais avant, les informations du gouvernement arrivaient toutes les 20 minutes. Maintenant que l'Internet est en panne, le gouvernement a apparemment renoncé. Ce refroidissement pourrait être la punition de Dieu pour tous les péchés de l'humanité. Le gardien a invoqué l'injustice, car Dieu ne punit pas les gens comme loups de long. Le bandit dit qu'il est maintenant le maître des lieux, parce qu'il a créé un ordre très harmonieux, selon lui, que tout le monde est obligé de respecter pour éviter les ennuis. Mais en fait, il a simplement ordonné à ses hommes de sortir toute la nourriture des appartements, sinon le chauffage sera coupé, révèle le garde. Le bandit sourit et se demande si ce n'est pas là un plan parfait. Quid pro quo, c'est ainsi que fonctionne ce monde. Le vieux Joe avait vraiment envie de frapper l'homme pour avoir dit ça. Ce n'est pas juste qu'un salaud comme lui ne soit pas puni pour ses péchés. Tout le monde sera récompensé s'il enfreint l'ordre établi par l'homme. Lu mentionna que le type de l'appartement 409 avait quitté ce monde, exprimant sarcastiquement sa pitié pour la situation. Monsieur Mo, Old Joe ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Après tout, c'était Mo qui l'avait sauvé du monstre dans ce même sous-sol. Au même moment, dans le cabinet médical, le docteur Zhu dit à Mo qu'il peut venir au cabinet dès qu'il a terminé. Mo répond que le docteur devra probablement l'attendre un moment. Pour une raison inconnue, il a beaucoup de mal à s'habiller. C'est avec beaucoup de difficulté qu'il enfile une blouse médicale. Se sentant très tremblant et faible, il s'approche du docteur Zhu. Le médecin lui demande s'il sait depuis combien de temps il est dans cet état. Du point de vue de Mo, cela fait environ 2 heures. Mais le médecin lui répond froidement que cela fait 6 jours. Horrifié par le temps perdu et par tout, ce qui s'est déjà passé, l'homme réalise que les bandits se sont déjà emparés de tout. La fille l'informe que Lou contrôle tout le système de chauffage. Sa condition, soit les gens lui donnent de la nourriture, soit le meneur coupe leur chauffage. Elle continue en nous disant que plusieurs familles ont été obligées de sortir pour trouver de la nourriture. Mais maintenant sortir est très dangereux, et toutes les personnes courageuses qui sont sorties ne sont probablement plus de ce monde. Le garçon se souvient alors de qui était ce loup de long et de ceux dont il était capable. Il n'a jamais été qu'un vil animal. Mo demande au médecin s'il existe un moyen de guérir son corps. La fille sourit, une cigarette entre les dents, tire une bouffée et répond qu'il y a un moyen. Mais ce n'est pas si simple. Seulement, elle a quelques conditions, car elle est un médecin peu ordinaire et travaille à perte. Exhalant une énorme bouffée de fumée, le docteur Zhu demande si le type accepte l'offre qu'elle vient de lui faire. Mo s'interroge sur les conditions précises, mais dit qu'il est prêt à tout. Il a tout intérêt à accepter, même si le prix est élevé et que sa vie est en jeu. En réponse, la fille s'avance résolument vers le gars et le prend par le menton, l'informant avec un sourire qu'il sera désormais son rat de laboratoire. Elle lui assure qu'il ne doit pas s'inquiéter, car ses recherches ne feront aucun mal à Mo lui-même. Comme elle l'a dit, elle s'intéresse beaucoup à lui. Sentant une main sur sa joue, il répond qu'il accepte la proposition du docteur Zhu. Elle lui a dit qu'elle avait découvert qu'il avait une substance inhabituelle dans le sang, mais qu'on ne savait pas encore de quoi il s'agissait exactement. Ces substances absorbent le rayonnement thermique,
Elles aident le corps à convertir ces radiations en énergie, qu'il utilise pour obtenir des super-pouvoirs. Cela se produit lorsque le corps manque de calories. Cependant, le corps reste dans cet état jusqu'à ce qu'une certaine quantité d'énergie soit absorbée. En d'autres termes, le corps de Mo a faim. Il n'a donc pas l'énergie et les capacités nécessaires pour utiliser ses pouvoirs. Mo précise qu'il doit manger plusieurs fois de plus, ce à quoi le docteur Zhu répond par l'affirmative, mais elle n'a pas autant de nourriture, elle doit en trouver ailleurs. L'homme se souvient qu'il s'était préparé pour ce moment. Il répond qu'il a une idée et que le docteur ne doit pas s'inquiéter. En passant devant les cages d'escalier, Mo pensa au fait qu'en ayant le temps d'aller au magasin, il s'était offert une sorte de coussin de sécurité. Il était heureux d'être préparé à quelque chose qu'il n'aurait pas pu prévoir. En voyant les bandits près des appartements, il s'est dit qu'atteindre les appartements serait un grand exploit. Il est donc déjà devant la porte tant convoitée qui mène à son havre de paix, et il entre directement. Il appuie sur le lecteur d'empreintes digitales, la porte s'ouvre, rien d'inattendu. Ce qu'il voit à l'intérieur le choque. Tout l'appartement est recouvert de givre. Presque toutes ses provisions étaient gelées et le chauffage avait été éteint. Une telle température tuerait facilement tout être vivant, sans parler des plantes. Ce n'est plus un appartement, mais un château de glace ressemblant à un congélateur. Soudain, une boîte de chocolat attire votre attention, et elle est pleine de calories. C'est le même chocolat que le type offrait à sa bien-aimée au prix de sa vie. Les mauvais souvenirs de Xiaoming remontent à la tête de Mo comme une marée. La prochaine fois, il devrait acheter du chocolat d'une autre société pour ne plus jamais y penser. Il prend une bouchée, mais se rend compte que rien ne change. Ce n'est pas assez. Il faudra en manger plus. Un désir animal prend le dessus. Il est incapable d'y résister. Mo, tel un animal sauvage, se jette sur le chocolat avec avidité et mange non pas une barre à la fois, mais plusieurs en même temps, pratiquement sans les mâcher. Il est saisi par la sensation de se trouver sous un soleil brûlant, une sensation très chaude. Tout ce qu'il ressent, c'est que c'est délicieux et qu'il n'a pas la force de contrôler son appétit de bête. Soudain, les deux bandits que nous connaissons déjà apparaissent sur le pas de la porte. Ils sont surpris que la porte de cet appartement soit ouverte, car le patron a prévenu que le locataire était passé dans l'autre monde. « Le patron voulait couper le doigt du gamin pour ouvrir la porte, » dit l'un des bandits. « Est-ce qu'elle s'est ouverte toute seule ?» Les gars ne savaient manifestement pas à quoi s'en tenir. Le rouquin remarqua qu'il y avait beaucoup de provisions dans cet appartement. Au même moment, Mo avait déjà consommé suffisamment de chocolat pour générer de l'énergie, et même plus que ceux dont il avait besoin. Le bandit aperçut la silhouette d'un homme dans l'obscurité, mais il ne savait pas qui se tenait devant lui, ni si cette personne ouvrait la porte. Pendant ce temps, le docteur Zhu avait terminé une analyse complète de l'état de Mo. Que se passe-t-il en lui? Un état actif, un processus inverse, affectant l'activité neuronale. Dans cet état, s'il accumulait trop de glycogène, quelque chose de terrible se produirait. L'un des bandits criait que tout ce qui se trouvait dans cet appartement leur appartenait désormais, mais ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. Mais Mo ne pouvait plus être arrêté. Comme l'avait dit le docteur Zhu, le glycogène avait provoqué une certaine réaction. Ce type était incontrôlable. Jusqu'à présent, les gars avaient nettoyé tous les appartements de l'étage. Ils ont commencé par l'appartement 401. Deux jeunes hommes disaient que 80% des personnes qui n'étaient pas rentrées chez elles étaient mortes de froid. Sous l'effet de l'action, ils ont pris un crochet pour la serrure. Ils l'ont inséré et, par une manipulation ingénieuse, ont ouvert la porte. La porte s'est ouverte, les garçons ont poussé des cris de joie et sont entrés. Ils ont eu leur propre rituel, ils se sont frappés les uns les autres avec leurs poings, montrant leur plaisir pour ce qui se passait. L'appartement contenait de l'eau, de la nourriture et de l'argent. Tout ce dont ils avaient besoin. L'appartement suivant, le 402, le plan d'action est exactement le même. Crocheter la serrure, entrer par effraction, s'emparer des provisions. La porte s'ouvre, les bandits voient la même chose, de la nourriture, de l'eau et de l'argent. L'homme aux cheveux roux remarque qu'à ce rythme, ils seront bientôt riches. Tout se passe bien.
L'appartement suivant, le plan est exactement le même, tout se déroule selon le schéma établi. Mais cette fois-ci, l'appartement est vide, ce qui ne les empêche pas de se réjouir de l'effraction réussie. Appartement 404, tout se passe comme prévu, un crochetage de serrure, un cambriolage et quelque chose ne va pas. Il y a peut-être une erreur dans cet appartement. Erreur 404, appartement non trouvé. Les gars ont dit qu'ils comprenaient et sont allés cambrioler l'appartement suivant. Il y a 72 heures, la scène de l'incident. Le docteur Zhu regarde les restes de quelque chose d'incompréhensible après la situation avec le garde et le monstre. Elle se demande ce qui s'est passé ici et est déterminée à le découvrir. Une substance d'origine incertaine a attiré l'attention de la jeune fille. Elle la rassemble dans un sac pour l'emporter à la recherche. Dans sa vision latérale, le médecin remarque une caméra de vidéosurveillance. Il est fort probable qu'elle doive regarder les images et découvrir la vérité par elle-même. À ce moment-là, des signaux de danger ont été transmis par le système de sonorisation, ainsi que des demandes de rationnement. Le signal était très fort, suffisamment fort pour être entendu par tout le monde. Dans l'un des appartements se tenait un couple avec un enfant en bas âge. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Madame Fang était également dans son appartement. La diffusion de la télévision s'était arrêtée. Les bandits transportaient l'agent de sécurité, qui était inconscient, dans une arrière-salle. L'homme aux cheveux roux remarqua que le vieil homme était assez lourd. Son collègue lui rappelle que le patron lui a ordonné de surveiller également la chaudière. Tout l'immeuble devait désormais lui payer un petit tribut en échange du chauffage des appartements. C'était sa condition. L'un des voisins, un oncle barbu armé d'une bouteille, se tient dans l'embrasure de la porte et dit que le vieil homme semble être devenu complètement fou. Un collègue plus jeune dit que cela ne ressemble pas du tout à son partenaire. Lou Delong s'adresse aux habitants par haut-parleur en leur demandant de prêter attention à son message, pour que chacun prenne conscience de la gravité de la situation. Il met le doigt sur la manette qui permet de faire fonctionner le haut-parleur par l'intermédiaire du système de sonorisation. Bandit a dit qu'il allait simplement couper le chauffage de tout le monde pour économiser les ressources et a éteint le système de communication. Le côté obscur de Mo, qui lui donne des super-pouvoirs, s'est dressé devant le côté lumineux du jeune homme qui est resté quelque part derrière. Le côté lumineux du jeune homme ne savait pas à quoi s'attendre de ce dialogue. Le côté obscur du jeune homme entame la conversation en demandant si le côté lumineux le déteste. Il semble que la dernière bonne chose qui restait en lui était sous clé. Néanmoins, cette partie de la personnalité est arrivée déconcertée, ne réalisant pas de qui elle parlait. Lou Delong. Les ténèbres en lui ont prononcé ce nom. Le côté lumineux le détestait-il? Ce nom a déclenché tout ce qu'il y avait de négatif en lui. 6 yeux devinrent rouges et une incroyable explosion d'énergie était prête à jaillir. La question semblait plutôt être une question rhétorique. Tout ce qu'il y avait de bon en lui disparut en un instant, ne laissant que de la haine et une envie brutale de s'occuper de ce bandit. Mo souleva l'homme dans les airs, il était tout simplement submergé d'émotions négatives. Cela semblait être la fin de tout ce qu'il y avait de bon en lui jusqu'à présent. Plus question d'être gentil avec ceux qui ne le méritaient pas, les ténèbres avaient gagné. À la place de l'inconnu, Lou Delong lui-même apparut immédiatement. Mo le vit et l'entendit clairement. Il disait que la viande humaine avait le même goût que le bœuf, sauf qu'il n'en mangeait pas. Lou Delong va payer pour ça. Mo lança l'inconnu loin de lui de toutes ses forces. L'homme s'est envolé par la fenêtre et a rapidement chuté vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne le trottoir. En bas, il y avait un groupe de personnes avec des sacs à dos. On aurait dit qu'ils étaient en train d'explorer les environs. L'un des membres du groupe a déclaré que l'homme était tombé jusqu'au 4e étage. Personne n'a compris comment ni pourquoi cela s'était produit. L'homme aux cheveux verts était terrifié de voir Mo tout démolir sur le chemin de son but. Il avançait avec une confiance absolue, rempli du pouvoir de la haine. Bandit ne savait pas ce qui se trouvait exactement devant lui, un monstre ou un extraterrestre, mais il était évident que ce n'était plus humain. Il y avait une lueur brillante autour de lui, semblable à l'aurore boréale que toute la ville avait vue avant l'apocalypse de glace. Le bandit comprit qu'il n'avait aucune chance face à cette chose. Néanmoins,
il décida d'essayer. Il sprinta et balança son club de golf, mais Mo était inarrêtable. Il avait vu le visage de Lou DeLong partout, et dans ce cas aussi. Le gamin a couru tout droit vers le voyou. On dirait qu'il ne s'est rien passé, mais ce n'est qu'un échauffement. Coup de bâton, pas de coup. C'est comme si Mo s'était volatilisé et que le bâton avait touché l'air. Le bandit n'eut même pas le temps de remarquer un quelconque mouvement de la part du type. Il se retourna pour le localiser, mais même avec ses yeux, il était presque impossible de le suivre. Le jeune homme, qui était submergé par la haine, interpellait ostensiblement le bandit pour s'amuser. Il semblait prendre plaisir à le narguer. Alors que le type essayait de frapper Mo avec la massue, celui-ci s'éloignait dans la direction opposée, sans faire le moindre effort. Une fois de plus, le coup de massue ne perçait que l'air. Le jeune homme ne se souciait pas des mouvements inutiles du bandit. En repassant dans sa tête les paroles de l'homme qui disait que si l'on ne voulait pas dépendre des forts, on deviendrait la proie des faibles, Mo réalisa tout le potentiel de ses capacités. Pendant une fraction de seconde, on aurait dit que le type était complètement satisfait de ce qui se passait et qu'il y prenait plaisir. En un clin d'œil, une seule seconde, une course rapide et une super vitesse, Mo fut changé à jamais. Il n'hésitait pas, il n'avait pas peur, il savait ce qu'il voulait et marchait vers son but. Le bandit n'eut pas le temps de réaliser ce qui se passait que la main de Mo traversait l'espace à une vitesse supersonique, comme une épée très tranchante. Quelqu'un apparut soudain sur le seuil de l'appartement. Il semblait s'agir d'une personne familière. La voix d'une fille interpella le jeune homme et le ramena brièvement à la réalité. C'était Xiao Ming. Mo se retourna pour voir s'il avait raison. Que lui voulait-elle? Xiao Ming pointa un pistolet au contenu inconnu vers le type. Une seconde plus tard, la fléchette s'enfonçait dans l'abdomen du jeune homme. C'était le docteur Zhu. Elle a assuré que la fléchette n'avait rien d'anormal, qu'il s'agissait simplement d'insuline. Elle a agi très rapidement. Le corps du jeune homme est devenu mou et a commencé à glisser lentement vers le sol. Le médecin a attrapé l'objet de son intérêt. Elle a utilisé l'insuline pour décomposer les calories supplémentaires et cela a fonctionné. Cependant, au moment où l'homme a commencé à dégringoler sous l'effet de l'insuline et où elle a pu voir l'appartement, elle a pu voir la pièce. Toute la pièce était jonchée de palettes de semis de plantes diverses. C'était vraiment très étrange, voire suspect. Le docteur Zhu voulait vraiment savoir ce qui se passait ici.